qui jusque-là, et sous la houlette rusée du Vosges Staline, avait symbolisé le régime et sa continuité. Jusqu'à ce rapport Khrouchtchev, on avait toujours la représentation de Staline avec Lénine. Ils étaient toujours ensemble. D'un seul coup, Khrouchtchev a découplé, et ce découplage a permis de se débarrasser d'un Staline compromettant, mais surtout de relégitimer le régime et l'ensemble du mouvement communiste mondial autour de la seule figure du fondateur, Lénine. Bref, c'était un retour aux sources du bolchevisme dans toute sa pureté, et il faut bien dire que durant 35 ans, après 1956, cette opération a parfaitement réussi, même si elle fut quelque peu perturbée par le troublion Mao Tse-tung, qui à partir du début des années 60 a dit « Ah, ça n'est pas bien de critiquer Staline, c'est du révisionnisme hein ». Et aussi parce qu'il y a eu des fuites, ce rapport était en principe secret, mais évidemment il a fuité dans la presse occidentale et a semé un grand trouble parmi les communistes en Occident. Cela dit, peu à peu, et sauf en Chine et dans la mouvance maoïste, la figure de Staline s'est effacée et celle de Lénine est réapparue en pleine lumière jusqu'à ce jour de décembre 1991, quand l'URSS a implosé, entraînant avec elle le Parti communiste d'Union soviétique et l'ensemble du système communiste mondial qui s'est à ce moment-là effondré. Et soudain, la figure du bon Lénine a commencé à se transformer. Pourquoi? Parce qu'à Moscou, les archives commençaient à s'ouvrir. Il faut rappeler que jusqu'en 1991, pratiquement, on n'avait aucun document d'archives interne du pouvoir soviétique et du pouvoir communiste en général. Et évidemment, on ne pouvait qu'affirmer des choses, je dirais, sans preuve. Et pour un historien, il est toujours très délicat d'affirmer des choses sans preuve et sans document. Mais d'un seul coup, la documentation a commencé à s'ouvrir. Et ce que j'ai appelé dès 1993 une révolution documentaire, après tout, puisqu'on parle de révolution, il y a différents types de révolutions, nous avons eu là, pour les historiens, une véritable révolution documentaire. Et nous avons pu reprendre, je dirais presque à zéro, toute l'histoire de l'URSS, du communisme, y compris du communisme français sur lequel je travaillais. Et puis, les bouches ont commencé à s'ouvrir. Les témoins, les victimes ont commencé à parler. Et donc, tout ça a créé cette révolution documentaire qui a amené à revoir de fond en comble l'histoire du communisme soviétique, et en particulier la figure du fameux Lénine. Et à ce moment-là, d'un seul coup, la magnifique épopée du premier pouvoir communiste de l'histoire a été ramenée à l'émergence d'un phénomène inédit qui ouvrait l'ère des tyrannies du XXe siècle, c'est-à-dire le totalitarisme. Les choses ont commencé à se présenter. Alors, comment les choses se sont-elles nouées sur le plan de l'histoire? Eh bien, le 7 novembre 1997, c'est-à-dire pratiquement il y a 20 ans, jour pour jour, nous avons publié en France, avec une équipe d'historiens, ce fameux livre noir du communisme qui a mis véritablement le feu aux poudres avant d'être publié dans toute l'Europe et d'être aujourd'hui traduit dans 26 langues. Donc c'est véritablement un livre qui, je dois le dire à notre très grande surprise, a eu un impact énorme. Nous n'avions pas saisi qu'une grande partie de l'opinion publique attendait ce type de livre et n'avait pas osé parler jusque-là. Alors la part la plus nouvelle de ce livre était le chapitre d'ouverture qui était consacré justement à la période léniniste du pouvoir soviétique entre 1917 et 1922, où mon collègue Nicolas Werth livrait une masse d'informations inédites sur la part prise personnellement par Lénine dans l'instauration de la guerre civile, de la terreur, du système concentrationnaire, des massacres de masse de civils sans défense et de l'utilisation de la famine comme une arme de destruction massive des populations opposantes. Bref, les archives commençaient à montrer que Staline n'avait rien inventé, qu'il n'avait été que l'élève de Lénine,
et même un élève très appliqué. Les répressions, la terreur utilisée comme moyen de gouvernement, les procédures, l'extermination de masse des opposants selon des critères de classe, la suppression de la propriété privée, l'écrasement de la paysannerie et de la classe ouvrière récalcitrante, la mise en place d'un système concentrationnaire, l'expulsion des citoyens indésirables, la censure généralisée, l'exportation de la révolution à l'étranger, les agressions militaires contre des pays indépendants, tout cela était des caractéristiques du pouvoir stalinien des années 1920 à 1953, qui en réalité avait été inauguré par Lénine personnellement, entre 1917 et 1921. Et donc, celui qui avait été jusque-là, comme dirait le général de Gaulle, de l'Atlantique à l'Oural, l'emblème mémoriel glorieux des communistes, c'est-à-dire Lénine, se transformait soudain en un symbole inverse, un symbole d'oppression, un symbole de crime, un symbole de tragédie. C'était une modification totale de l'image de Lénine. Du coup, cela posait un problème historique très délicat. Si depuis les écrits de George Orwell, de Hannah Arendt, de Raymond Aron et de nombreux autres auteurs, plus personne ne conteste la nature totalitaire du régime stalinien, la révolution documentaire a provoqué, par l'ouverture des archives, a incité à considérer que Lénine était en réalité le véritable inventeur de ce système politique totalitaire, un système politique inédit, que l'histoire n'avait jamais connu, qui avait fleuri en URSS, même bien sûr, si l'on pouvait penser que Staline avait appliqué ce système avec un esprit justement de système, avec un esprit de généralité et à une échelle gigantesque. Alors revenons un moment sur ce mot, totalitarisme, de manière à ce que nous soyons bien clairs. Durant des décennies, de nombreux auteurs, pour des raisons idéologiques ou pour des raisons politiques, ou les deux, se sont refusés à envisager une comparaison entre communisme, fascisme et nazisme, les trois grands types de régimes que l'on qualifie de totalitaires. Ils ont même souvent récusé ce terme de totalitarisme en considérant qu'il s'agissait, je cite, d'un concept de la guerre froide. Bon. Inventé bien entendu par des intellectuels américains qui seraient associés à la CIA. C'est tout à fait faux. C'est totalement faux. Il faut rappeler que le terme totalitaire est apparu dès 1923-1924 sous la plume d'un démocrate journaliste italien, Giovanni Amendola, qui a caractérisé par cet adjectif totalitaire le système électoral que Mussolini avait mis au point pour avoir la majorité absolue au Parlement italien. Or, j'appelle votre attention sur le fait que l'apparition d'une nouvelle terminologie indique assez la naissance d'un nouveau phénomène politique ou idéologique qui est donc inédit. Je ne vous en donnerai que 3 ou 4 exemples. Ça a d'abord été le cas pour communiste. Quand est apparu le mot communiste? Le mot communiste et communiste est apparu en français à la fin de la Révolution française en 1797 sous la plume d'un écrivain très prolixe, Restif de la Bretonne. Deuxième mot nouveau, socialisme. Socialisme est apparu en 1830, en particulier sous la plume de Pierre Leroux. Le mot bolchevisme, inventé par Lénine en 1903. Le mot génocide, que tout le monde utilise sans se poser de questions, mais le mot génocide est un mot très récent. Il a été inventé en 1944 par un grand juriste polonais, Raphaël Lemkin. Donc, quand vous avez un mot nouveau qui apparaît comme totalitarisme, ça vous indique qu'il y a un nouveau phénomène politique qui apparaît. Et durant l'entre-deux-guerres, des dizaines, je dis bien des dizaines d'auteurs européens et anglo-saxons y ont réfléchi, et avec encore plus d'intensité entre l'automne 1939 et le printemps 1941, au moment de l'alliance entre Hitler et Staline, qui confirmait la pertinence de la comparaison entre régime soviétique
et régime nazi. Bien sûr, ces deux régimes, par leurs différences idéologiques, semblaient donner l'impression d'être totalement différents, mais en réalité, on voyait bien que dans leur alliance, il s'agissait de deux régimes de même type. Il faut rappeler que l'apogée de cette réflexion collective s'est tenue lors d'un colloque, vous voyez les colloques servent quand même à quelque chose, un colloque organisé en novembre 1939 aux États-Unis à Philadelphie par l'American Philosophical Society, un colloque consacré à l'État totalitaire. On était bien avant la guerre froide. Et l'intervention la plus remarquable, je crois, dans ce colloque, a sans doute été celle de l'historien américain, spécialiste du nationalisme français Carlton Hayes, dont l'intervention était intitulée de la manière suivante « Sur la nouveauté du totalitarisme dans l'histoire de la civilisation occidentale ». Donc, je crois que les choses étaient très bien posées. Le problème, c'est que le 22 juin 1941, l'attaque allemande contre l'URSS a donné soudain un violent coup de frein à toute cette réflexion. Pour d'évidentes raisons politiques et militaires qui étaient imposées par ce qu'on appelait la Grande Alliance entre Roosevelt, Churchill et Staline, bientôt contre l'Allemagne nazie, la comparaison entre ces régimes et donc la notion même de totalitarisme n'était plus de saison. Et la passion pour la révolution bolchevique, que l'historien français François Furet, qui devait préfacer le livre noir du communisme, et qui est malheureusement mort quelques semaines avant d'écrire son texte, donc la passion pour la révolution bolchevique que François Furet a nommée, je cite, le charme universel d'octobre, fut peu après puissamment confortée par l'aura universelle de la victoire de Stalingrad. Les immenses pertes de l'armée rouge, mises par la propagande soviétique sur le compte de l'héroïsme du soldat, plutôt que de l'impéritie de dirigeants incompétents, et la victoire sur le nazisme, ont effacé dans la mémoire collective mondiale le souvenir des victimes du communisme, de la guerre civile russe, du plan quinquennal, de la collectivisation forcée, de la Grande Terreur. Cette victoire de Stalingrad et cette victoire sur l'Allemagne nazie a, je dirais, blanchi la mémoire des peuples sur tout ce qui avait précédé. Et je dirais que l'expression la plus fameuse de cet effacement fut l'apostrophe de Jean-Paul Sartre en 1965. Jean-Paul Sartre, en 1965, fait dire à un de ses personnages « Tout anticommuniste est un chien. Je ne sors pas de là, je n'en sortirai jamais. » Vous voyez jusqu'à quel point les choses pouvaient aller. Cependant, le redémarrage de la réflexion universitaire a été provoqué dès 1951 par le grand œuvre de la philosophe juive allemande Hannah Arendt, Les origines du totalitarisme, dont le premier volume traite du colonialisme, le second de l'antisémitisme, tandis que le troisième volume est consacré au système totalitaire proprement dit. Or, curieusement, dans cet énorme travail, à aucun moment Hannah Arendt ne situait avec précision l'apparition du phénomène. Un phénomène historique, ça apparaît en général à un moment donné, il faut le définir. À propos de l'URSS, elle évoquait, mais ce n'était qu'une évocation, une espèce de coup d'État de Staline vers 1929, ce dont les archives ouvertes maintenant n'ont conservé aucune trace, sauf à considérer que c'était un coup d'État permanent, puisqu'on peut dire que dès 1924, Staline avait déjà mis en grande partie la main sur le pouvoir, pour une raison d'ailleurs très simple, c'est que dès 1922, Lénine l'avait nommé secrétaire général du parti. Donc, il était déjà largement dans la place. Quant à Lénine, dans cet énorme ouvrage d'Hannah Arendt, il n'était cité que 2 fois, ce qui est absolument stupéfiant. Il était cité 2 fois, une fois d'ailleurs de manière complètement fausse, où Hannah Arendt considérait que Lénine était un partisan de la petite propriété paysanne.
Là, je crois qu'il y a une erreur d'interprétation. Mais surtout, ce qui était intéressant, c'était la qualification qu'elle donnait du pouvoir de Lénine entre 1917 et 1922. Je cite, « une dictature révolutionnaire ». Rien de plus. C'est-à-dire quelque chose qui pourrait ressembler, par exemple, à la dictature du Comité de salut public en France entre 1793 et 1794, qui était déjà une dictature très dure, mais qui n'avait rien de vraiment totalitaire. La preuve, c'est qu'elle n'a duré qu'1 an et demi et que Robespierre est tombé sous sa propre guillotine. Alors, on était donc dans cette situation où il n'y avait pratiquement aucune relation dans les écrits d'Hannah Arendt entre Lénine et le totalitarisme. Alors, il est vrai qu'un certain nombre d'auteurs, par exemple Raymond Aron, mais même le marxiste français Claude Lefort, ont quand même abordé la question de la dimension totalitaire du communisme. Hein, et le problème, c'est que l'opération de Khrouchtchev, de découplage Lénine-Staline, a quand même renforcé l'idée que si totalitarisme il y avait dans le communisme, ça ne pouvait être que sous le pouvoir de Staline. Et Lénine était totalement exonéré. Le problème, c'est que pendant ces dizaines d'années, il n'y avait aucune documentation permettant de dire le contraire. Or, à la chute du mur de Berlin, lors de l'implosion de l'URSS, l'ouverture des archives, la multiplication des témoignages ont fait basculer cette situation de blocage. La révolution documentaire a permis l'accès à de très nombreuses sources qui ont montré le rôle moteur de Lénine dans la mise en place de tous les éléments constitutifs du régime totalitaire. Et en parallèle, dans ces années 1990, le changement de climat intellectuel, à cause de l'effondrement de l'URSS, le changement de climat intellectuel a favorisé l'expression de nouvelles analyses historiques. Ça a été le début du basculement de l'image du grand Lénine et du bon Lénine vers ce que j'appellerais le vrai Lénine, celui que les historiens vont établir. En particulier sur la question de la terreur, où mon collègue Nicolas Werth montrait la responsabilité originelle et très active du chef des bolcheviks. Et donc il devenait de plus en plus clair que Staline s'était montré un fidèle héritier de son mentor, dont il avait su recueillir les enseignements en matière de conquête du pouvoir et surtout de maintien au pouvoir par l'extension de la dictature. Staline avait certes systématisé, généralisé, radicalisé les idées et les pratiques de Lénine, mais le modèle initial paraissait de plus en plus clair, c'était celui de Lénine. Du coup, la figure du dictateur révolutionnaire, plein de bonnes intentions, mais contraint de se soumettre à ce qu'on appelle les circonstances, eh bien cette figure a commencé à s'effacer derrière la figure beaucoup plus inquiétante d'un fondateur de régime impitoyable. Dans le livre noir du communisme, Nicolas Werth a posé implicitement la question cardinale. Fondateur du premier régime communiste de l'histoire, Lénine n'était-il pas le modèle de Staline et donc l'inventeur de ce qui faisait la spécificité de ce régime, son caractère totalitaire? Et soudain, l'opération de Khrouchtchev de découplage entre Lénine et Staline a été annulée et les deux personnages ont été, si je puis dire, remis en ménage. Alors ce caractère totalitaire, arrêtons-nous une seconde dessus, il peut être défini, on peut avoir des définitions très sophistiquées. Notre collègue italien Giovanni Gentile, en donne une définition très sophistiquée. Mais on peut en donner une définition beaucoup plus simple. Le caractère totalitaire peut se définir par 4 caractères. D'abord, le monopole du pouvoir politique, détenu par un parti unique, dirigé par un chef charismatique, mais un parti unique qui n'est pas un parti ordinaire comme ceux que nous connaissons, c'est un parti État, c'est-à-dire c'est un parti qui s'est emparé des prérogatives de l'État, la décision politique, l'administration, l'appareil administratif et le monopole de la violence. Deuxième caractéristique, le monopole de la pensée.
dans un régime totalitaire, toute la pensée, tout ce qu'il pense, est sous le contrôle et sous la pression d'une idéologie monopolistique. En l'occurrence, évidemment, c'est l'idéologie communiste. Je n'ai pas besoin d'expliquer ça longtemps aux Roumains qui ont connu cette période. Toute la presse, toute l'édition, tout l'enseignement, tous les médias, tous les arts étaient sous le contrôle et sous la pression de cette idéologie monopole du parti-État. Troisième caractéristique spécifique du communisme, le parti-État détient, le parti-État supprime la propriété privée et détient tous les moyens de production et de distribution des biens matériels. Vous imaginez ce que ça veut dire? Le ravitaillement, le logement, le chauffage, le salaire, tout est au pouvoir du parti-État. C'est un moyen de pression phénoménal sur n'importe quelle population. Et enfin, quatrième caractéristique fondamentale, parce que si elle n'est pas là, tout va s'écrouler, c'est la terreur de masse comme moyen de gouverner. Et d'ailleurs, quand Gorbatchev, une fois secrétaire général, a commencé à laisser entendre qu'il ne pratiquerait plus la terreur, on ne ferait plus intervenir les chars, etc., eh bien, le système s'est effondré extrêmement rapidement. Je voudrais là m'arrêter sur un petit point qui est très important, je crois, du point de vue théorique. C'est la distinction qu'il faut faire entre régime totalitaire et régime autoritaire. Souvent, dans des réunions publiques, etc., quand j'explique ça, j'ai évidemment un communiste au fond de la salle qui se lève. « Vous n'avez pas parlé du régime de Franco !» Je dis « Mais monsieur, le régime de Franco n'était pas un régime totalitaire. C'est un régime autoritaire. Ça ne veut pas dire que ça ne soit pas un régime cruel, qui a assassiné des gens, etc. Mais c'est totalement distinct. Tout simplement parce qu'un régime autoritaire est un régime conservateur, alors qu'un régime totalitaire est par définition un régime révolutionnaire. Un régime autoritaire n'a pas la prétention de réformer, de bouleverser toute la société. Un régime autoritaire n'a pas la prétention de fabriquer un homme nouveau, comme l'avaient tous les régimes totalitaires. Ça a une grande importance pour la suite de l'histoire, parce que quand ces régimes viennent à leur fin, comment en sort-on? On a vu comment l'Espagne est sortie sans difficulté majeure d'un régime autoritaire. Le roi, qui avait été entièrement formé sous Franco, dès la mort de Franco, comme c'était un homme parfaitement intelligent, a parfaitement compris comment faire pour sortir de cette situation et amener l'Espagne vers une démocratie. Bien. La sortie d'un régime totalitaire, c'est tout à fait différent. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe, par exemple, au Cambodge, ce qui se passe en Russie, ce qui se passera peut-être à Cuba, et ce qui se passe ici, je ne voulais pas le dire, mais et encore, la Roumanie, comme tous les pays d'Europe centrale et orientale, a bénéficié d'un formidable concours qui a été le concours de l'Union européenne. S'il n'y avait pas eu l'Union européenne, que se serait-il passé? Il est probable que tout cet espace, depuis la frontière russe jusqu'à la frontière allemande, serait tombé aux mains de gigantesques mafias de nomenclatouristes et l'état de droit n'aurait pas été installé. Donc voilà ce qui a été mis en place. Alors, ces bornes étant posées, il me reste quelques minutes, j'ai cherché à établir ici dans quelles circonstances et par quel chemin Vladimir Ilitch Ulyanov a été amené à créer ce premier régime totalitaire de l'histoire. Alors là, je vous renvoie, parce qu'on n'a pas trop de temps, je vous renvoie à un livre que je viens de publier en France, qui s'intitule « Lénine, l'inventeur du totalitarisme », et où je consacre les 2/3 de l'ouvrage à expliquer en détail, à travers sa biographie, à travers sa pensée, à travers son action, comment Lénine est entré dans un processus de radicalisation. Un processus de radicalisation qui n'a cessé d'aller aux extrêmes, comme le disait von Clausewitz, la montée aux extrêmes. Chez Lénine, c'est tout à fait clair. Et finalement, ça fait une grande différence avec la Révolution française. Quand la Révolution française éclate, il faut rappeler qu'elle éclate sur la base de la réunion des États généraux. Or, les États généraux sont réunis par le roi Louis XVI. Ce n'est pas des révolutionnaires qui réunissent les États généraux. Et aucun des grands acteurs de la Révolution française, le 1er janvier 1789, ne peut imaginer qu'il va y avoir une révolution. Il y a des idées, bien sûr, en l'air,
mais il n'y a pas vraiment de scénario révolutionnaire. C'est très différent avec Lénine. Depuis 1887, quand il est entré en révolte à la suite de la condamnation à mort et de la pendaison de son frère aîné pour participation à un attentat contre le tsar, pendant 30 ans, de 87 jusqu'à 1917, Lénine n'a cessé de se radicaliser. Et donc, quand l'opportunité révolutionnaire s'est présentée, il avait dans la tête un scénario tout prêt. Et ce scénario, ça n'était pas un scénario qui dépendait des circonstances. C'est un scénario qu'il avait l'intention d'appliquer strictement. C'était faire une révolution, s'emparer du pouvoir. Pour Lénine, il n'y a pas de révolution sans guerre civile. Donc il faut préparer la guerre civile. Et on va instaurer une dictature du prolétariat. Et on va exterminer les ennemis. C'est écrit noir sur blanc à de très nombreuses reprises dans les œuvres de Lénine. Vous pourrez le retrouver. Ça fait d'ailleurs une grande différence avec Marx. Si sous la Révolution française, il n'y avait pas à proprement parler d'idéologie, Robespierre se revendiquait de la vertu et de la terreur. C'est très faible. Marx, lui, a mis en place une véritable doctrine, la lutte des classes. Le problème, c'est que Marx, c'est ce que j'appellerais un idéologue en chambre. Marx n'a jamais mené de combat politique, ou alors de très loin. Il était à Londres, il laissait son ami Engels faire les manœuvres politiques au sein de la Ligue des Justes, au sein de la Première Internationale. Mais Marx ne s'est jamais vraiment mêlé de politique, c'est un idéologue en chambre. Lénine, c'est un idéologue d'action. C'est un idéologue, mais qui est bien décidé à passer à l'action, et qui va passer à l'action. Attention, je le distingue de l'homme d'action. L'homme d'action, c'est Trotsky. C'est un homme qui est sur le terrain, à la tête des manifestations, à la tête du soviet, dans son train blindé, il mène la guerre civile. Lénine, rien de tout ça. Dès que le danger approche, il s'enfuit. Mais par contre, c'est lui qui dirige la manœuvre. C'est le général en chef. Hein. Vous ne verrez jamais Lénine à la tête d'une manifestation. Vous ne verrez jamais Lénine distribuer un tract. Vous ne verrez jamais Lénine l'arme à la main. Par contre, dans sa tête, tout est parfaitement organisé. Alors, est-ce qu'il nous reste 5 minutes? Tout à fait. Alors, donc, je vous renvoie maintenant à cet ouvrage. J'espère qu'il sera bientôt publié en Roumanie. Je l'espère. Le livre noir avait été publié en Roumanie. Je ne vois pas pourquoi Lénine, l'inventeur du totalitarisme, ne serait pas publié. Je ne peux pas vous résumer en 5 minutes un travail de 10 ans et de 500 pages. Et avec 1000 références de notes. Bon. Mais je voudrais conclure, puisque nous sommes ici dans la faculté d'études européennes, je voudrais conclure sur un petit peu le bilan de toute cette révolution bolchevique. Premier point du bilan, la Russie, puisque c'est en Russie que ça s'est passé. Pour la Russie, il faut le dire, cette révolution a été une véritable catastrophe. Elle a provoqué une terrible guerre civile, dans laquelle Lénine a entraîné le pays en 1917, qui a duré au moins de manière très active, violente, jusqu'en 1922. Or, cette guerre civile a ruiné la Russie. Il faut rappeler qu'en 1914, la Russie était le premier producteur de blé et exportateur de blé du monde. La Russie était le premier producteur de pétrole. La Russie était le 5e pays industriel du monde en 1914. Même si elle avait des secteurs très arriérés, elle avait des secteurs très actifs. Elle avait un taux de croissance de 7% par an. Il y a beaucoup de pays qui rêveraient de ça aujourd'hui. Donc, à la tête de son parti-État, au nom d'une idéologie marxiste radicale, Lénine a interdit la propriété privée, le commerce privé, il a ruiné les classes possédantes, il a exterminé ou il a fait fuir une bonne partie des élites intellectuelles, scientifiques, techniques, patronales. Il a pillé la paysannerie. Ce qui a d'ailleurs suscité d'énormes révoltes paysannes. Il a violemment réprimé la classe ouvrière. Dès 1919, dès 1920, on fusille massivement des ouvriers en grève, hein, pour un régime qui se prétend le régime de la classe ouvrière. Il a créé une immense bureaucratie, mais qui n'était pas recrutée sur la base des compétences, qui était recrutée sur la base du soutien au régime, ce qui est tout à fait différent. Et surtout, le 18 janvier 1919,